Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous avez passé un bon pont, si vous avez eu la chance de faire le pont, comme moi j'ai eu la chance clairement, pas pris de vacances depuis un petit moment, donc ça fait plaisir, et c'est également pour ça que je fais une petite vidéo le samedi et non pas le dimanche pour faire le point hebdomadaire sur les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le Bitcoin, on va voir le VeChain, XRP, on va parler également du RWA, de l'actualité crypto et économique plus générale. Il y a beaucoup de choses à dire parce que les choses vont vite. Clairement, les choses vont vite et d'une semaine sur l'autre, on voit que les nouvelles sont déjà dépassées sur une semaine sur l'autre. C'est assez dingue ce qui se passe. Donc sur tous les niveaux, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau technologique, et encore plus pour la crypto-monnaie. Donc on va parler de tout ça. On va également parler, comme vous savez, en fin de vidéo, du cours de l'or par rapport à l'euro, du cours de l'euro par rapport au dollar. Bref, vous connaissez la chanson. Mais ce qui est en tout cas très intéressant, c'est de voir, vous l'avez vu, le cours du Bitcoin qui a repassé les 100 000 dollars avec vraiment vitesse grand V et qu'on voit que toutes les altcoins sont en train de suivre derrière. Donc on va analyser tout ça. Je vais vous en parler et puis c'est parti si vous êtes chaud. Donc on commence avec le rapport de Farsight et Investor et regardez un petit peu moins ça, le Bitcoin, donc regardez, a fait vraiment une performance de folie puisque on l'a, ça y est, officiellement dépassé les 41,1 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot et ça c'est une grande nouveauté, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps puisque là on a atteint tout simplement un nouvel ATH sur le nombre total de capitaux injectés sur les ETF Bitcoin Spot, tout simplement. Et regardez un petit peu, on a eu un mois de folie. On a les 3 dernières semaines, on a eu seulement 2 jours sur 3 semaines qui ont été sortants au niveau des flux des capitaux injectés ou sortis sur les ETF Bitcoin Spot. Tout le reste, vous voyez, c'est que des jours où on a eu des capitaux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Et ça, c'est vraiment quelque chose de quasiment jamais vu depuis le lancement de ETF Bitcoin Spot, surtout à des niveaux où on a quasiment sur certaines journées comme le 22 et 23 avril, 1 milliard de dollars injectés, comptabilisés sur ETF Bitcoin Spot. Donc là, on voit bien qu'on a un regain d'intérêt massif de la part des institutionnels, des investisseurs également particuliers, et que le Bitcoin, tout simplement, est en train de partir to the moon, quoi. Tout simplement, au niveau de l'intérêt déjà, au niveau de la réserve de valeur qui est en train de supplanter l'or, à mon avis. Et on le voit de plus en plus, et je vais vous en parler également, qu'il y a d'autres nouveautés qui sont sorties à travers des articles très intéressants. Donc l'or est vraiment en train de continuer son expansion, on va dire, en tant que valeur refuge. Ce qui est très intéressant par contre, c'est également le comportement des flux sur les ETF Ethereum Spot. C'est pas du tout la même chose. On pourrait se dire que logiquement, on devrait avoir des ETF, des capitaux qui devraient être injectés en masse là, sur les ETF Ethereum Spot, puisque je rappelle que Ethereum a fait quand même un plus 20-25% en seulement une journée hier, en termes de performance de prix. Donc, moi, quand j'ai vu cette performance, je me dis, les ETF, ça va être une boucherie, on va avoir des flux vraiment explosifs. Et pas du tout, même c'est l'inverse. Vous voyez que les ETF Ethereum Spot sont même en sous-performance et même en performance négative si on fait la comparaison avec les ETF de Bitcoin. Donc là, on voit même on voit que sur le dernier mois, sur 3 semaines, en fait, on n'a pas vraiment bougé au niveau des ETF Ethereum Spot, on reste très stable, alors que les prix, eux, sont repartis à la hausse. Donc là, on voit quelque chose quand même, en plus, il y a une dissonance encore plus frappante, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, j'ai un tweet de Cointelegraph, comme vous pouvez voir ici, on a en fait notamment la dominance du Bitcoin qui est en train de chuter. Donc, ce qui s'est passé, en fait, là, depuis 2-3 derniers jours, c'est qu'on a eu le Bitcoin, qui est parti à l'assaut des 100 000 dollars, qui a dépassé les 100 000 dollars. Alors, à l'heure où je vous fais la vidéo, je crois qu'il est entre les 103 000, voire 104 000 dollars. Donc, la dominance du Bitcoin a chuté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les altcoins ont surperformé le Bitcoin, parce que je rappelle que là, la dominance du Bitcoin n'a fait que monter depuis les 3-4 derniers mois. C'est-à-dire qu'en termes de performance des prix, c'est le Bitcoin qui a entraîné le reste du marché et qui surperformait le marché des altcoins. Là, ce qu'on a vu sur les 2-3 derniers jours, c'est l'inverse. C'est-à-dire que comme vous le voyez avec la chute de la performance du Bitcoin par rapport aux autres actifs comme les altcoins, eh bien en fait, c'est les altcoins qui ont fait un plus 15-20% en moyenne, contrairement au Bitcoin qui lui a fait un plus 5, plus 10% maximum.
Voilà. Donc, ça résulte d'une chute de la dominance du marché en termes de prix du Bitcoin par rapport aux altcoins. Donc là, on a eu en fait une mini alt season, clairement avec une surperformance des altcoins sur les 2-3 derniers jours. Et ça peut être dû effectivement, en partie, hein, à la mise à jour Pectra de Ethereum. C'est là où c'est intéressant. En plus, je vous en parlais la semaine dernière de Ethereum, où je vous dis, j'y croyais pas trop, ou je savais pas trop, enfin, le comportement d'Ethereum, je savais pas trop, ça se passait que de la technique, enfin voilà. Et là, bah, boum, mise à jour Pectra cette semaine, justement où ils ont corrigé plein de points techniques, et notamment ils ont mis la nouveauté sur Ethereum, c'est-à-dire que les frais de transaction désormais ne sont plus obligatoirement payables en Ethereum, mais également en d'autres crypto-monnaies. Et ça, c'est très bien parce que ça permet de faire une interopérabilité, en gros, entre les crypto-monnaies sur Ethereum pour payer les frais de gaz, et surtout avec des frais de transaction peut-être bien plus avantageux en termes de prix. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui a permis le lancement de la mini alt season? Je ne sais pas. Je pense que c'est un combo, comme d'habitude, d'éléments. On ne peut pas dire c'est tel événement qui a fait que, voilà, sur le marché des altcoins, Bitcoin, parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, comme d'habitude. Mais je pense que c'est, en tout cas, mieux que ce que l'on espérait déjà, en tout cas, pour Ethereum. Et ça peut expliquer aussi pourquoi Ethereum a fait un plus 20-25% de performance, alors que les ETF sur Ethereum Spot n'ont pas bougé. Voilà, c'est un petit peu ma vision des choses. Je ne sais pas du tout si j'ai raison ou pas, clairement. D'ailleurs, je rappelle au passage que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Ce que je vous passe dans ma vidéo, c'est des informations voilà, avec mon analyse personnelle. Je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de capacité de lire l'avenir, je n'ai pas la science infuse. Voilà, vous connaissez. Je suis un être humain, hein, bref. Et vous devez faire vos propres recherches également parce qu'on n'est jamais mieux loti quand même que soi-même, tout simplement. Voilà, donc une fois que ça c'est dit, bah, écoutez, c'est parti, hein, je continue avec notamment que des bonnes nouvelles sur le Bitcoin. Puis regardez, là j'ai un article de cryptost.fr, le New Hampshire adopte la première réserve stratégique du Bitcoin aux États-Unis. Voilà. Donc là, on voit que cette semaine, ça a été vraiment des bonnes nouvelles, à la fois pour Ethereum avec leur mise à jour Pectra, mais surtout pour le Bitcoin, où on a eu carrément, ça y est, l'adoubement en tant que chevalier de la table ronde. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, ça y est, on a la gouverneure du New Hampshire qui a adoubé le Bitcoin en tant que actif à valeur stratégique, refuge, tout ce que vous voulez, au-dessus même de l'or. C'est ça que ça veut dire. Donc on voit bien que le New Hampshire devient le premier État américain à légiférer sur l'inclusion du Bitcoin dans ses réserves publiques stratégiques, une décision qui a suscité un intérêt croissant à travers le pays. Et pire que ça, il n'y a pas que le New Hampshire, il y a également l'Arizona. Alors souvenez-vous, l'Arizona avait refusé, je vous le montrais la semaine dernière, via Katie Hobbs, la démocrate, qui a refusé en fait de mettre en place la réserve stratégique de Bitcoin sur les investissements publics. Eh bien, elle a par contre légiféré, elle a autorisé en fait les investissements pour Bitcoin sur d'autres pans des réserves stratégiques où ça n'implique pas les contribuables. Donc en fait, ça y est, on a deux États. Finalement, on a l'Arizona, le New Hampshire, donc pas si mal que ça en fait, hein, Katie Hobbs, pas si mal que ça. Je retire ce que j'ai dit la semaine dernière, de pas très gentil sur ses propos argumentaires parce qu'il ne tenait pas du tout la route quand elle disait que en fait que le Bitcoin était un investissement qui était non testé. Je trouvais vraiment que c'était tiré par les cheveux, mais elle s'est rattrapée, j'ai l'impression là juste la semaine d'après en finalement autorisant en fait on va dire une loi modérée de la réserve stratégique de Bitcoin pour l'Arizona. Mais au moins elle l'a mis en place, donc c'est très intéressant. Elle est un peu revenue sur ce qu'elle disait au final. Là-dessus. Donc au final, on a deux États, l'Arizona et le New Hampshire, qui ont autorisé une réserve stratégique de Bitcoin plus ou moins véritable. Donc New Hampshire, vous avez compris, c'est réellement une réserve stratégique. Et Arizona, c'est une réserve stratégique, mais on va dire modérée, avec plein de conditions sine qua non au milieu. Je n'ai pas détaillé parce que assez compliqué avec ces termes juridiques et tout. Je n'ai pas voulu me rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ça. Donc on a deux États américains aujourd'hui qui sont en train de dire au monde entier, voyez, nous, en tant qu'État local avec un PIB qui est l'équivalent de certains pays, parce que j'avais montré la Floride, non, la Californie, pardon, est devenu un État américain qui a un PIB plus important que le Japon. Donc quand je vous dis que des États américains comme le New Hampshire, c'est moins fort quand même que la Californie, bien évidemment, mais quand même un pouvoir quand même non négligeable, voilà, vous comprenez qu'au niveau financier, ça rigole pas.
Et on a deux États américains, ça y est, qui ont validé la réserve stratégique du Bitcoin. Donc c'est une énormité. Ça passe comme une lettre à la poste. Je vois pas beaucoup de feux d'artifice, on va dire, sur les réseaux sociaux ou même sur les actualités. Il faut un peu chercher pour trouver cette nouvelle. Bah, je trouve que ça devrait être dans la une des journaux, vraiment, parce que c'est que là, on est en train vraiment d'assister à un tournant réel, hein, avec des implications réelles, concrètes, et non plus marketing comme avant, de l'utilité du Bitcoin dans la vie de tous les jours, qui est au même titre que l'or, au final, voire même plus que l'or. Voilà un peu les bonnes nouvelles, à tel point que effectivement, que ce qui se passe dans les coulisses au niveau des financiers et des institutionnels, ben, quand ils voient ça, ils pètent un plomb en fait. Ils ont compris. C'est-à-dire que là, j'ai un article de journalducoin.com, Bitcoin à 120 000 dollars, Standard Chartered s'excuse de sa prévision, beaucoup trop basse. Alors, je rigolais quand j'ai vu ça. Donc effectivement, ils ont carrément envoyé un mail à leurs actionnaires pour vous dire quand même le délire, où s'excuser, ils disaient ouais en fait le Bitcoin, désolé, nos prévisions 120 000 dollars c'est vraiment trop bas, ça va aller plus haut. Truc de fou quand même. Voilà, on en est. Vous voyez, ils ont dit bien plus tôt que prévu. Pour dépasser les 20 000 dollars bien plus tôt que prévu. Donc les gens commencent à vraiment comprendre et surtout en train d'assister à un véritable FOMO institutionnel. Parce que s'ils en sont là, eux, c'est partout comme ça, hein, au niveau des institutions, avec leurs analystes et tout. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est pas la seule nouvelle. Là, j'ai Morgan Stanley, de cointribune.com, hein, l'article. Morgan Stanley, donc une des plus grosses banques américaines, voit les États-Unis acheter 3,7 millions de Bitcoin. Je rappelle que ces gens-là, Morgan Stanley, ils ont accès à des informations que nous, on n'a pas forcément. Donc, Morgan Stanley estime que le Bitcoin est désormais suffisamment important pour être considéré comme une monnaie de réserve internationale. Voilà, tout est dit au final. Donc, Morgan Stanley estime combien de Bitcoin les États-Unis doivent accumuler au regard du poids d'autres monnaies de réserve internationale. Donc, la dominance du Bitcoin remonte face aux altcoins, mais pas encore face à l'or. Alors, c'est plus valable, puisque là, on voit que ça a un petit peu baissé sur les 3 derniers jours. Donc, l'article, je crois qu'il date, ouais, il date du 9 mai. Vous voyez, donc c'est récent, mais je pense qu'ils ont fait l'article un petit peu avant. Donc c'est pour ça que là, les événements se chevauchent, mais la dominance du Bitcoin a un petit peu baissé, vous l'avez vu par rapport aux altcoins hier, avant-hier. Et entre-temps, il est fort à parier que soit le Bitcoin continue sa dominance et repart à la hausse par rapport aux altcoins, soit il continue de baisser parce qu'on est vraiment en altcoin season. Moi, je pense que la dominance du Bitcoin va repartir à la hausse, tout simplement parce que quand on voit les nouvelles qui s'enchaînent, c'est vraiment le Bitcoin qui est au cœur du sujet actuellement et qui va tout ramasser sur son passage, va rafler la mise, et les altcoins vont suivre. Et après, on aura une rotation des capitaux, comme d'habitude, comme dans tous les bull runs, où on aura les capitaux injectés sur le Bitcoin qui vont déferler sur les altcoins. Et ça va être un raz de marée. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêt pour ce qui va se passer, c'est mon avis en tout cas, pour à la fois les prix sur le Bitcoin, sur ce cycle, voire même cette année, hein, clairement cette année, également sur les prix des altcoins. Tout va péter. Ça va péter, mais c'est ma conviction, hein, quand je vois les nouvelles qui s'enchaînent comme ça avec les murs et les obstacles, on va dire, financiers qui baissent les uns après les autres là, par rapport par rapport aux investissements des institutionnels, des gouvernements dans le Bitcoin, c'est vraiment n'importe quoi, en fait. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous avais fait un calcul, je vous avais montré un tableau avec justement les banques, les institutionnels qui avaient déjà le feu vert pour investir dans les ETF Bitcoin Spot, et celles qui attendaient le feu vert, on n'avait pas encore le feu vert. Vous avez vu que ça se portait à des trillions de dollars. Donc on voit bien que là, on n'est pas loin quand même. Bon, je continue. Là aussi, pourquoi justement moi je reste aussi bullish, c'est parce que tout le monde désormais s'intéresse au Bitcoin, et même la CIA. Alors la CIA quand même, on rigole. Là j'ai un article de cryptost.fr. Bitcoin se retrouve au cœur de la stratégie de la CIA face à la Chine. C'est-à-dire que en fait, Bitcoin est bien plus qu'une monnaie, bien plus qu'une réserve de valeur. C'est avant tout une technologie, c'est la blockchain. C'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'aujourd'hui, c'est pas la crypto-monnaie pour la crypto-monnaie. C'est pas la crypto-monnaie parce que on veut se faire de l'argent dessus, on veut investir dessus et gagner sur le court terme, en 3 mois, de quoi prendre sa retraite dorée à la plage aux Caraïbes. Non, ça va bien plus loin que ça. La crypto-monnaie, c'est la blockchain derrière. Et la blockchain, c'est une technologie qui est en train de révolutionner absolument tous les pans de notre société.
à l'échelle de l'équivalent au minimum de la révolution industrielle qu'on a connue au 19e siècle. Donc, c'est pour ça que là, ça ne m'étonne pas, effectivement, quand on voit qu'une technologie se retrouve au cœur d'une stratégie d'une agence de renseignement, notamment la plus grosse au monde, ou la plus connue, peut-être pas la plus grosse, mais la plus connue, peut-être pas la plus compétente, hein. Mais en tout cas, voilà, face à la Chine, parce que le Bitcoin, longtemps considéré comme un outil anarchique, devient un levier stratégique dans la lutte entre les États-Unis et la Chine. Donc, Michael Ellis, directeur adjoint de la CIA, c'est pas n'importe qui le dit quand même, souligne le rôle du Bitcoin dans l'opposition idéologique des deux superpuissances. Donc, d'un côté, on a la Chine qui interdit toujours le Bitcoin, hein, je rappelle, qui est un régime communiste, donc quelque part censé être, je dis censé, parce que je suis jamais allé en Chine. Et par contre, j'ai des témoignages de personnes qui ont vécu longtemps en Chine et qui sont bien plus libres et qui déclarent être bien plus libres en Chine que nous, on l'est en France. Donc déjà, ça devrait faire réfléchir quand même ça, rien que ça. Pourtant, la Chine, c'est un régime communiste. Et puis, il y a des dérives autoritaires sur certains sujets, notamment avec l'intelligence artificielle. Vous connaissez les caméras de surveillance, ça c'est vrai, hein, tout ça, il y a tout ça là-bas. Et si vous dites du mal du Parti communiste là-bas, vous disparaissez. Ça c'est vrai aussi. D'après les témoignages que j'en ai eu. Mais après, si vous ne faites pas de vagues et tout, vous vivez bien mieux en Chine qu'en France, parce que là-bas, il y a moins d'impôts, il y a moins de taxes, etc. Moi, ça fait rêver quand même. Bref, pour la petite aparté. Et donc, effectivement, là-bas, donc, vous avez un régime communiste censé être une dictature, et nous, on est censé être des démocraties, notamment avec des superpuissances démocratiques. Et donc, le Bitcoin, c'est un enjeu également de souveraineté démocratique, puisque c'est décentralisé par nature. Et donc la CIA s'intéresse au Bitcoin également dans son opposition idéologique par rapport à la Chine. Mais bien sûr, on l'a compris que ça, c'est le sommet de l'iceberg, que la CIA veut bien vouloir nous faire voir, comprendre, mais qu'en dessous, il y a peut-être des enjeux bien plus importants avec le Bitcoin, comme tout simplement supprimer les dettes américaines. Ce sera du coup une arme monétaire contre la Chine. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Enfin, bref, je vois mal la CIA devenir moralisatrice d'un coup et penser au bien commun. Bref, un peu gros quand même pour y croire. Allez, je continue toujours sur le Bitcoin, hein, avec des nouvelles également intéressantes sur l'expansion du Bitcoin, notamment avec un tweet de Bitcoin News, donc Steak and Shake, donc une grosse société américaine notamment, va accepter à partir du 16 mai donc les paiements en Bitcoin. Voilà. Donc, et on ne parle pas d'une petite société. Vous voyez, c'est une société à l'image de McDonald's, mais qui est plutôt implantée aux États-Unis, qui quand même compte plus de 100 millions de clients. Voilà, et ils vont accepter le Bitcoin. Et ce n'est que le début, puisqu'ils disent que le mouvement, c'est l'entreprise qui le dit, le mouvement d'accepter le Bitcoin en tant que paiement au sein d'une société n'est que le début. Voilà. Est-ce qu'ils ont dit ça pour dire d'autres sociétés vont s'y mettre également? On va avoir une généralisation de la crypto-monnaie qui sera acceptée en mode de paiement aux États-Unis. Ou alors, est-ce qu'ils se disent que ce n'est que le début pour eux d'accepter le Bitcoin en tant que mode de paiement et que peut-être ils ont prévu d'investir eux-mêmes des fonds de trésorerie dans le Bitcoin, c'est possible également. Voilà. Donc, pour vous dire à quel point ça part vraiment en vrille, à tel point que là, vous voyez, Bitcoin, là, j'ai un tweet de Bitcoin Magazine, ça y est, a déclassé, a surpassé donc Amazon. Alors peut-être qu'avec les variations, on est redescendu en dessous d'Amazon aujourd'hui, mais en tout cas, temporairement, au minimum, le Bitcoin est devenu tout simplement le 5e actif le plus gros au monde. Voilà, et donc vous voyez très bien, là, c'est là où c'est intéressant. Donc on a toujours l'or qui est en première position avec 22,2 trillions de dollars, en sachant que l'or a fait une performance incroyable là, sur les 2-3 dernières années. Derrière, vous avez Microsoft, ensuite Apple et maintenant Nvidia. Et là, eh bien, vous aviez Amazon et maintenant c'est le Bitcoin qui a dépassé. Et je dis mes pronostics, c'est que là, le Bitcoin allait s'y faire un petit x2. Je ne serais pas étonné. C'est vraiment quelque chose de personnel, hein. Je ne dis pas que ça va arriver, vraiment. Mais je ne serais pas étonné que sur ce cycle, le Bitcoin devienne le deuxième actif le plus gros au monde derrière l'or. Et ce serait logique sur plein de sujets. Ce serait logique déjà dans sa position désormais affirmée et affichée de valeur refuge au même titre que l'or. Donc ce serait juste en fait faire du Bitcoin
et propulser le Bitcoin juste derrière l'or en termes de capitalisation boursière et le mettre à quelque part à un rang qui lui sied réellement, quoi. C'est-à-dire de valeur refuge d'actifs de classe internationale. Bon, ça ramènerait en fait le Bitcoin autour des 200 000 $. Ça me paraît pas déconnant. Alors, ce sera peut-être pas cette année, ce sera peut-être pas sur ce cycle. Je vous dis, je ne sais pas au niveau du timing, mais tôt ou tard, il y arrivera, ça j'en suis persuadé, clairement. C'est juste une question de temps. Mais vu enfin, la vitesse à laquelle vont les choses, voilà, je ne serais pas étonné que fin d'année, par exemple, on ait un Bitcoin qui soit vraiment en train de dépasser Microsoft. Voilà, donc pensez-y, on verra bien si j'ai tort, si j'ai raison, on verra. Mais bon, de toute façon, le but, c'est pas de faire des pronostics sur la durée, hein. Le but, c'est que ça arrive un jour et que voilà, simplement. Et donc, là où ça devient intéressant également, c'est que là, j'ai un tweet de Bitcoin News. Donc, on a le vice-président, donc J.D. Vance, qui, effectivement, alors déjà, ça je savais pas, mais détient personnellement, donc imaginez, on a le vice-président des États-Unis qui détient déjà personnellement du Bitcoin, entre 250 000 et 500 000 $ de valeur de Bitcoin. Alors, est-ce qu'il les a gardés ou qu'il les a vendus entre-temps? Est-ce que, au niveau juridique, il n'y a pas des conflits d'intérêts? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Après, c'est vrai que la loi aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Nous, en France, on serait capable de plainte contre J.D. Vance s'il avait été le vice-président français. Bon, on n'a pas de vice-président, mais vous avez compris le délire. Tout simplement qu'il y aurait eu des conflits d'intérêts. Voilà. On en est là un peu. Hein. Mais là-bas aux États-Unis, c'est pas pareil. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'il va faire, J.D. Vance? Eh bien, il va tout simplement parler à la prochaine conférence de Las Vegas sur le Bitcoin. Donc, on voit bien qu'on a Trump, J.D. Vance et tous les institutionnels et tous les hauts fonctionnaires, ministres, en gros, américains qui sont intéressés ou exposés de près ou de loin, de façon directe ou indirecte, au Bitcoin. Donc on voit qu'il y a vraiment une machine qui est en train de se mettre en place aux États-Unis et qu'on est vraiment qu'au début de quelque chose, d'une adoption de masse institutionnelle, mais également gouvernementale aux États-Unis du Bitcoin. Bref. Donc, plus bullish que ça, c'est pas possible. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Clairement, pour mon sentiment, je suis toujours à fond là. Et je pense que les 100 000 $, c'est qu'une première étape. Vraiment, j'en suis persuadé. Sur le long terme, le Bitcoin dépassera les 1 million de dollars. Je vous ai expliqué pourquoi, avec les chiffres et tout à l'appui, la semaine dernière, donc je ne vais pas me réexpliquer. Et cette année, vu la conjoncture, et on parlera également, alors ça c'est les points positifs, on parlera également des points négatifs au niveau géopolitique qui vont influer peut-être sur les prix du Bitcoin. Là-dessus, bon, donc je vais en parler en fin de vidéo sur l'actualité économique plus générale. Mais là aussi, il peut y avoir des impacts positifs sur le Bitcoin dans les aspects négatifs de la géopolitique. Voilà. Donc tout ça fait qu'on a des planètes quand même alignées pour propulser le Bitcoin à des sommets encore jamais vus et facilement, je pense. Allez, je continue avec le prochain projet, c'est-à-dire VeChain. Hop, voilà, premier article donc de la semaine où en fait tout le système, vous savez, de NFT pour les upgrades, de quand vous stickez, donnez quelque part des B3TR, vous savez, la crypto-monnaie B3TR, sur la plateforme VBTR-DAO, eh bien, normalement, vous avez un système de NFT qui permet d'augmenter votre multiplicateur de récompenses quand vous faites des activités sur la plateforme VBTR-DAO. Donc, ça avait été mis en pause à un moment, d'après ce que j'ai compris, et puis finalement, ça a été remis en place, mais avec des améliorations implémentées. En plus, donc, j'ai utilisé ChatGPT, hein, vous connaissez, j'ai fait le résumé, traduire en français, bim, tout le tralala. Et donc, regardez, donc, on a effectivement dans cet article exposé les changements actifs dans le système du GM NFT pour la plateforme VBTR-DAO. Donc, quelles sont les nouveautés? Donc, il y aura un nouvelle pool avec des récompenses mises à jour. Donc, on a les votants actifs, donc ayant un NFT GM de niveau Moon ou supérieur, reçoivent des récompenses proportionnelles basées sur leur niveau et le nombre total de votes dans le cycle. Vous voyez, ça varie aussi parce qu'il y a un nombre total de votes. Donc si vous ne votez pas, bah, apparemment, vous ne gagnez pas autant que vous auriez dû. Ensuite, il y a des réductions sur les coûts d'upgrade, c'est-à-dire que les coûts pour monter de niveau ont été réduits de 50%. Donc je pense qu'effectivement, c'était trop cher.
Clairement, pour monter de niveau, il fallait sacrifier un nombre vraiment conséquent de B3TR, une énormité. Donc c'est bien qu'ils aient baissé ce niveau. Les dons de B3TR faits avant ce changement sont rétroactifs, heureusement, donc compte en fait pour la prochaine amélioration. Donc si vous avez déjà commencé à sacrifier des B3TR pour obtenir un niveau supérieur de NFT, eh bien sachez que vous allez peut-être sauter 2-3 en fait, NFT d'un coup. Voilà. Ensuite, vous avez le vote to earn qui a été ajusté également, c'est-à-dire que les NFT GM ne donnent plus de bonus pour le vote to earn, les récompenses dépendent uniquement du solde de VOT3. Bon, donc voilà, et on maintient les avantages pour les détenteurs de nœuds VeChain. Donc, si vous avez par exemple un nœud comme Jolnir, directement avec du staking, etc., vous avez déjà tout ça mis en place, eh bien vous pouvez réclamer vos NFT gratuitement. Alors, il y a certains niveaux. C'est-à-dire c'est les 2-3 premiers niveaux. Et après, par contre, ce n'est plus gratuit. Il faudra quand même donner du B3TR. Voilà. Donc la feuille de route des futurs niveaux, parce que tout ça n'est pas encore accessible. Donc en mai, il y a le niveau de NFT Jupiter qui rentre en vigueur avec 125 000 B3TR de récompense. Donc au cours actuel, je crois qu'on est dans les... ouais, quand même, hein, on est dans les 1250 $. Et donc ça fait, ouais, ça fait quand même pas négligeable, hein. Ce n'est pas négligeable du tout, 1150 $ pour upgrader entre guillemets son NFT et donc son nombre multiplicateur à chaque fois que vous faites une activité sur la plateforme VBetter DAO. Et donc comme je vous le disais, c'est gratuit pour les nœuds Jolnir et ThunderX, tout comme le NFT Saturn qui arrive en juin avec 250 000 B3TR. Vous voyez, donc plus on augmente en termes de niveau de NFT, et plus bah, les coûts sont élevés, hein. J'imagine même pas les 12 500 000 B3TR pour arriver à un niveau Galaxy. Par contre, les multiplicateurs là deviennent très intéressants, effectivement. Bon. Voilà. Donc ça, c'est pour la nouvelle feuille de route. Mais je trouve quand même que ça reste très cher. Ça reste vraiment très cher. Bah, pour un NFT, vous allez payer 10 000 $, quoi. Enfin, bref, je trouve quand même personnellement que c'est un peu abusé, mais bon, pourquoi pas, voilà. Ensuite, c'est parti, je continue pour toujours sur VeChain, hein, avec cette fois les projets qui sont classés par, vous savez, activité de développement. Et donc VeChain a toujours un très bon niveau puisqu'ils sont à plus 520% de développement sur le mois. Donc là, on voit que VeChain, depuis, je crois, 6 mois, il n'arrête pas de bondir en termes de développement sur les applications, sur la plateforme VBetter DAO, bien évidemment, hein. Tout est lié. Donc le projet ne cesse et l'écosystème ne cesse de grossir au fur et à mesure du temps et ça se retranscrit tout simplement bah, dans le nombre d'adresses, nouvelles adresses inconnues. On est désormais à 7 875 000 nouvelles adresses. Donc on voit qu'on a eu vraiment une grosse explosion là de nouvelles adresses depuis février 2025. Vous voyez, on a pris 2 millions carrément de nouvelles adresses en 3 mois, 3-4 mois. Et que là, ça commence un petit peu à se calmer. On voit, hein, donc là, on a pris 26 000 nouvelles adresses. Il y a un moment, on était à 40-50 000 nouvelles adresses par jour. Donc là, on est retombé à 26 000 nouvelles adresses. Au niveau voilà, du token, alors là, c'est intéressant. Nombre de holders, on voit toujours que VeChain est à la ramasse. Puisqu'on a à peine pris 1000 nouveaux holders en une semaine. Contrairement à VTHO, où il y a eu, je pense, entre 10 et 20 000 nouveaux holders par rapport à la semaine dernière. Et enfin, le B3TR, où là, c'est carrément 100 000 nouveaux holders. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme VBetter DAO et le VTHO, hein, en deuxième position, qui font exploser les compteurs des nouveaux portefeuilles sur l'écosystème de VeChain, en fait. Voilà, donc on voit que vraiment VeChain, là, il faut faire quelque chose, hein. Donc on va attendre la mise à jour, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, Galactica ou Stargate, comme ils l'appellent, pour redynamiser un petit peu tout ça. C'est urgent. Bon, mais sinon, le projet, bien sûr, continue on voit de s'étendre. Donc c'est plutôt positif là-dessus. J'ai vu par contre la crypto-monnaie B3TR a bien chuté. Justement, ça peut être en lien avec le manque de dynamisme
on le voit, et la chute peut-être de l'expansion de la plateforme VBTRDAO au fur et à mesure qu'il débloque pourtant les nouveaux jetons B3TR. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être plus assez de nouveaux portefeuilles, de nouveaux clients qui viennent sur la plateforme VBTRDAO, et comme toutes les semaines, il y a de nouveaux jetons B3TR qui sont mis en circulation, et bien il y a en fait l'offre devient moins forte, enfin non, plutôt l'offre devient plus forte que la demande, pardon. Donc ça doit faire mécaniquement baisser la valeur des prix. Voilà, c'est comme ça que je l'explique. Après, j'espère que c'est ça, parce que ça paraît logique, que c'est pas notre truc tiré par les cheveux ou une mauvaise surprise sur le token. Bref. Mais voilà, je pense que c'est lié à ça et qu'on n'a pas encore assez de monde pour soutenir sur le long terme, en fait, les drops de nouveaux jetons B3TR qui arrivent chaque semaine, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je continue avec cette fois le XRP et notamment Ripple. Donc là, il y a des nouvelles très intéressantes, notamment il y a le premier trimestre, donc le rapport du premier trimestre 2025 est sorti par Ripple, avec notamment, c'est ça que j'apprécie vraiment chez Ripple, c'est la transparence, et notamment où ils en sont au niveau de leur trésorerie, de leur financement, etc. Et ça, c'est très rare dans les projets, hein. Donc on voit notamment, c'est ce qui pêche pour Ultra, où j'arrive pas à mettre la main sur ce genre de rapport. VeChain, d'ailleurs, ils font pareil, hein, ils font ça aussi j'aime bien chez VeChain, c'est qu'on a vraiment une idée précise de leurs fonds, de ce qu'ils dépensent, de ce qu'ils gagnent, etc. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce rapport, ils rappellent, ils font le résumé, donc Ripple, de qu'est-ce qui s'est passé pour le premier trimestre 2025, notamment même au niveau politique, entre guillemets. Alors, je vais faire le point, je vais remonter et je vais vous faire les points clés qui ont été mis en place ce premier trimestre 2025. Ils sont ici, vous voyez, Key Highlight, comme vous pouvez voir. Donc on voit qu'il y a eu vraiment une demande institutionnelle pour les produits du XRP, donc comme vous pouvez voir ici, avec notamment l'exemple de Franklin Templeton qui a mis en place donc une demande d'ETF pour le XRP, notamment auprès de la SEC avec le formulaire S1. On a CME qui a annoncé le lancement des XRP futurs, donc une très grosse nouvelle pour tout ce qui est le marché dérivé aux États-Unis. Et bien sûr, vous avez l'approbation de la SEC, on va dire équivalente au Brésil, pour tout ce qui était un XRP ETF, un ETF XRP. Donc le premier ETF XRP, en fait, a été mis en place au Brésil directement. Ensuite, la SEC, énorme nouvelle, hein, a officiellement retiré son appel. Et donc, ça a permis de clôturer un chapitre, en fait, légal, hein, qui a été très néfaste pour l'industrie crypto en général et Ripple également et le XRP également avec tout l'épisode qu'on a eu effectivement sur les 5 dernières années. Et enfin, il parle également de l'acquisition de Heidenrode par Ripple pour un modeste montant de 1,25 milliard de dollars. Donc un des plus gros deals, hein, une des plus grosses affaires de l'histoire de la crypto. Et donc, l'objectif de cette acquisition est de d'attirer plus d'institutionnels pour notamment l'utilisation du XRPL, hein, donc la blockchain du Ripple, du XRP, et le stablecoin RLUSD. Voilà, donc ça c'est très intéressant en termes macro, on va dire, où ils font le résumé là-dessus. Alors après, ils parlent également de... Bon, je ne suis pas passé dans les détails, je vous mettrai le rapport en source de la vidéo, comme ça vous pouvez y accéder. Mais voilà, ils font le point détaillé sur l'état du XRP, notamment sur les plateformes exchange. Bon, ça ne donne pas trop d'éléments là-dessus, donc je ne vais pas m'y attarder. Par contre, ce qui est très intéressant, ça va être surtout ça. Voilà, ça. Donc au 31 décembre 2024, donc le total de XRP détenu par la société Ripple était de 4 milliards 485 millions. Au niveau des escrows, c'est 38 milliards. Donne un peu un ordre de grandeur de la valeur de ce que détient en tout cas Ripple en nombre de XRP. Au 31 mars 2025, on a quasiment, à peu de choses près, la même valeur. Donc là, je rappelle qu'un XRP qui est passé entre 2024 et 2025 de 50 centimes de dollars par jeton XRP à plus de 2 dollars. Donc, on comprend bien que là, la valeur, en fait, en termes de dollars,
détenue par la société Ripple entre 2024 et 2025 n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en gros, Ripple est assis sur un pactole en termes de direct, de détention directe, eh bien de quasiment 10 milliards de dollars. Enfin, de 10 milliards de dollars. Voilà. Et sur son portefeuille escrow, on va dire, ouais, 70-80 milliards de dollars. Voilà. Donc c'est une trésorerie très intéressante pour une société déjà, et ça comprend aisément comment ils ont pu acheter pour 1,25 milliard de dollars la société Heidenrode. Voilà. Sinon ils n'auraient pas pu le faire, et ça ne représente qu'une petite partie au final de leur potentiel de frappe. C'est ça qui est intéressant quand on voit les rapports comme ça financiers, ça donne un peu l'ordre de grandeur de qu'est-ce qu'est capable de faire au niveau financier une entreprise. Et donc des sociétés comme Heidenrode, eh bien Ripple peut en manger encore un petit peu à la pelle avec de l'argent, la trésorerie que Ripple détient. Bon. Allez, je continue, et donc là on voit, c'est une nouvelle très intéressante de Cointelegraph, c'est un tweet, où on voit donc la Florida Pharma Firm Well Logistics, pardon, donc c'est une société apparemment pharmaceutique, hein, eh bien, va désormais utiliser le XRP en temps réel pour les paiements en temps réel avec un deal, un accord de financement de 50 millions de dollars qui vise, attention, hein, là c'est intéressant, à couper les retards des banques, également les coûts au niveau des frais de transaction, également booster, c'est écrit ici, hein, l'efficacité de la supply chain. Quoi rêver là? Donc là, c'est pas une banque qui fait ça, c'est une société. Donc pharmaceutique, laboratoire pharmaceutique peut-être, quand même, qui va utiliser donc, les paiements XRP, donc contourner tout le système bancaire. Et là, ça me rappelle en fait le propos de Eric Trump, donc le fils de Donald Trump, qui a annoncé lors d'une conférence que les banques, d'ici 10 ans, soit elles devaient embrasser la technologie crypto, soit elles devaient disparaître. Et je pense qu'on y est, parce que ça, c'est une nouveauté, hein, c'est une première, là, cette nouvelle, qu'une société, qu'une banque utilise XRP, ok, parce que le XRP est destiné aux institutionnels, mais avant tout aux banques, pour justement les paiements transfrontaliers. Mais là, c'est pas une banque, c'est pas un institutionnel là qu'on a, c'est au sens propre du terme. Là, on a une entreprise décorrélée totalement de la finance, où son rôle, c'est de faire des médicaments, en gros. Voilà, et qui s'est dit, bah, les banques, nous, on arrête, on en a marre. On passe par le XRP et comme ça, on arrête d'avoir les frais bancaires trop chers, machin. Voilà. Et ça, c'est l'essence même du XRP. Donc, on y est, quoi. On y est. Donc, si ça continue comme ça, dans 10 ans, plus besoin d'avoir des banques pour les paiements transfrontaliers. Tout le monde va utiliser le XRP, surtout que maintenant, le XRP, avec le procès qui est soldé et les banques qui commencent à adopter également le XRP, et même les banques centrales, on l'a vu, qui commencent à s'intéresser de très près au XRP, eh bien, on n'aura plus besoin du système traditionnel qui est le réseau bancaire SWIFT, au final, qui est trop lent, trop moyenâgeux et trop coûteux pour tout le monde. Allez, je continue, et voilà. Et là, sur les actualités crypto plus générales, il y a un article de journalducoin.com, donc États-Unis, les banques sont désormais autorisées à gérer la crypto de leurs clients. Et voilà, on y est. Donc, ce que disait Eric Trump, c'est soit les banques vont être autorisées et vont embrasser la crypto, soit elles vont disparaître. Et bien là, le régulateur américain a autorisé les banques à s'engouffrer en fait dans la crypto-monnaie et de quelque part devenir des plateformes exchange. Donc, notamment, c'est vrai que d'ici là, on avait quoi? On avait vraiment un clivage profond entre notamment les banques traditionnelles qu'on connaît tous. Alors nous en France, bah, on a Crédit Mutuel, on a BNP Paribas, tout ça. Là-bas aux États-Unis, ils ont Bank of America, ils ont plein de banques du même calibre que nous, hein, qui sont des trop grosses too big to fail, on va dire. Et donc on avait vraiment un clivage entre ce genre de banques que l'on connaît tous et les plateformes exchange qui ne sont pas des banques vraiment au sens propre du terme, mais qui ont le même objectif, mais pour des actifs différents, c'est-à-dire c'est pour les crypto-monnaies, comme Binance, KuCoin, tout ça. Et là, on voit bien que ça y est, maintenant, les banques traditionnelles commerciales qu'on connaît désormais aux États-Unis, comme Bank of America,
JP Morgan et compagnie, eh bien, ont désormais l'autorisation eh bien, de représenter et d'être désormais des plateformes exchange également en parallèle. Ça, c'est une énormité absolue parce qu'on on va assister vraiment à une démocratisation énorme eh bien, de l'adoption de masse des cryptos à l'échelle mondiale, puisque ça va partir des États-Unis. Voilà, donc c'est-à-dire que les clients américains vont aller voir leur banque JP Morgan ou Bank of America. Ils auront peut-être la possibilité, en plus d'ouvrir un compte en dollars, et bien d'ouvrir un compte en Bitcoin via le même conseiller bancaire, quoi. Ça, c'est une énormité absolue quand on voit qu'il y a 5 ans, tout ce petit monde-là tapait sur le Bitcoin. On rigole. Allez, je continue toujours sur les bonnes nouvelles au niveau institutionnel, on va dire. Là, j'ai un article de cointribune.com. Crypto, Coinbase rachète Deribit pour 2,9 milliards de dollars. Donc là, ils ont supplanté l'achat de Ripple sur les 1,25 milliards de dollars de Heidenrod. Et ben là, ils ont fait pire encore. Coinbase, ils ont vraiment... C'est qui monte la plus grosse, quoi, entre guillemets, en ce moment, clairement. Donc Coinbase frappe fort. La plateforme américaine vient d'annoncer l'acquisition du géant Deribit pour 2,9 milliards de dollars. Cette opération redessine les contours du marché des produits dérivés crypto à l'échelle mondiale. Elle positionne Coinbase comme un acteur central dans un segment stratégique en pleine accélération porté par l'appétit institutionnel. Voilà. Donc on voit que là, tous les marchés dérivés de trading, eh bien Coinbase va sûrement devenir le mastodonte. Hein. C'est bien parti pour parce qu'ils sont déjà très très bien lancés dans la course avec leurs plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Allez, je continue, donc toujours dans l'actualité crypto. Alors c'est un peu une moins bonne nouvelle. Un article de cryptost.fr, l'Europe rend-elle Bitcoin illégal sans le dire? Voilà, donc quand je vous dis que effectivement nous l'Europe on est vraiment en train de sombrer, c'est pas, ça me fait pas plaisir. Enfin, j'aimerais bien moi dire l'Europe on est les meilleurs du monde, la France vraiment on est les champions, on va s'en sortir, on va devenir riche, on va... Non, bah c'est pas ça, malheureusement, c'est pas ça du tout. Et on le voit, les nouvelles s'enchaînent toujours. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'on a... Enfin, moi, je vois bien quand je regarde un peu les actualités, quand je vous fais le travail de recherche, que je fais un peu, que j'édulcore, entre guillemets, tout ce que je vois. Mais je vois vraiment la dissonance entre, d'un côté, on a les bonnes nouvelles qui s'enchaînent partout dans le monde, entre guillemets, pour la crypto-monnaie. Et puis nous, en Europe, on n'a rien, quoi. On a la loi MiCA, justement, qui régule le secteur crypto, mais on n'a pas de crypto-monnaie. C'est comme pour l'intelligence artificielle. On s'est targué, on s'est vanté d'être les meilleurs du monde pour réguler l'intelligence artificielle, mais on n'a pas d'intelligence artificielle. C'est tout comme ça. Et on dit, par contre, on est les champions du monde. Ils étaient tous en train de se taper l'épaule au Parlement européen, comme vraiment, littéralement. Vous regardez les vidéos, quand ils ont voté ça. Alors, c'était pas Omika, c'était la loi sur l'intelligence artificielle. Ils étaient tous en train de se congratuler et tout, ouais, génial, bravo, mais on n'a pas d'entreprise sur l'intelligence artificielle. Donc, on croit rêver. Donc, on est vraiment, l'Europe, on est vraiment devenu une bureaucrature de merde, clairement, où du coup, toutes les entreprises, tous les travailleurs, en fait, vont fuir, enfin, sont déjà en train de fuir l'Europe. Clairement, tous les bons sont en train de se barrer. Il va rester plus que les caracs, hein, au final, ou les gens qui n'ont pas le choix. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec un État où même l'Europe, on se pose la question si elle est en train d'interdire sans effectivement le dire, le Bitcoin. On en est là, quoi. Donc, l'Union européenne poursuit une stratégie réglementaire ambitieuse pour quelque chose qu'on n'aime même pas, cherchant à encadrer toutes les technologies. Ouais, génial. Parfois, sans en comprendre les limites techniques, c'est exactement ça. J'aime bien cet article. Dans un contexte où l'anonymisation est interdite par les règles anti-blanchiment dans lesquelles l'effacement est techniquement impossible, les utilisateurs de Bitcoin se retrouvent face à une impasse. Respecter une loi sans violer une autre. Voilà, donc là, bravo, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont même pas fichus, le Parlement européen, je sais pas où, les députés, de créer une loi qui soit claire et cohérente, en fait. Donc, ils vont faire, vous allez voir, je suis prêt à parler tout ce que vous voulez, que ils vont créer une loi pour réguler la loi qu'ils ont déjà créée. Et c'est tout, c'est tout comme ça, en fait. Donc ils vont créer une loi qui va réguler la loi MiCA. Et puis après, ils vont créer une loi qui va réguler la loi qui régule la loi MiCA. Et donc on se retrouve avec à la fin avec un livre, un dictionnaire comme ça, littéralement. C'est tout comme ça.
pour réguler les régulateurs, quoi. Voilà. Vive l'Europe, clairement. Bon, donc on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Voilà, donc on a ces bouffons, pas vous dire mieux, hein, on n'ira pas dans le meilleur des mondes, quoi. Bon, allez, je continue avec un article de Cointelegraph France. Meta revient dans la crypto avec un plan choc sur les stablecoins. Voilà, donc pendant que nous on régule, bah, que font les entreprises américaines, les vraies entreprises, pas les bureaucrates, technocrates, eh bien, ils avancent leur pion. Et eux, mais pour gagner du pognon. C'est pas pour réguler, c'est pour gagner du pognon. Donc les stablecoins continuent de susciter l'intérêt des géants de la tech et des institutions financières traditionnelles. Une tendance qui répond à la demande croissante des investisseurs particuliers. Voilà. Donc pendant que tout le monde crée de la valeur, entre guillemets, dans le monde, nous en Europe, on est en train de créer des obstacles à cette valeur. Simplement pas en régulant des choses qu'on ne connaît pas, enfin que les gens qui régulent déjà ne connaissent pas, on voit bien, et qui en plus, leur rôle en fait c'est ça quoi, qui est juste de réguler. Donc si vous leur enlevez ça, ils n'existent plus. Donc forcément, ils se jettent à peine perdus dans leur travail de régulation. Donc là, je vais passer aux actualités économiques un peu générales. Vous connaissez, donc là, j'ai un site de latribune.fr. L'Union européenne veut durcir les contrôles des investissements étrangers. Donc ça, pour le coup, c'est pas une si mauvaise chose. Donc ça pourrait être vu comme une mauvaise chose parce qu'effectivement, durcir les contrôles des investissements étrangers, ça veut dire mettre un obstacle de plus, encore une fois bureaucratique, pour les investissements extérieurs à l'Union européenne. Or, aujourd'hui, comme en interne, on n'a plus d'industrie, on galère au niveau économique, le prix de l'énergie sont chers, on compte surtout sur des investissements étrangers, même au niveau des bons du trésor, etc., pour, notamment en France, pour financer nos dettes, que les investissements étrangers, c'est très important. Mais là, bon, ils veulent durcir les contrôles. Mais après, ça peut être une bonne chose dans le sens où justement, c'est-à-dire que les peu de choses qu'on fait bien, c'est-à-dire au niveau de l'intelligence artificielle, on l'a vu le dernier cas avec notamment le Doliprane en France, on se le fait voler, c'est racheté par justement les investissements étrangers contre le profit des pays européens. Donc dans ce sens-là, ce serait bien effectivement de durcir ce genre de contrôle, mais après, comment ça va se faire, dans quelle mesure? Bon, parce que dans le contrôle des investissements étrangers, ça peut être, si c'est trop, ça va freiner les investissements étrangers, forcément. Et si c'est pas bien fait, enfin voilà, donc faut voir dans quelle mesure c'est fait. Et là, moi, je serais très curieux de voir comment ça va être fait. Mais, je dis, c'est pas une si mauvaise chose que ça, là-dessus, pour le coup, enfin, quoi. Enfin. Il faudrait interdire même tous les fleurons stratégiques industriels, il faudrait pas qu'on puisse les voir passer aux mains des étrangères, en fait. Voilà, tout. Bon. Ensuite, donc là, un article de Le Figaro, l'Inde et le Pakistan, malheureusement, franchissent un nouveau pas dans l'escalade militaire. Donc là, ça bombarde, hein. J'avais fait le point la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc je vous avais expliqué un peu le pourquoi du comment ils se tapaient dessus depuis très longtemps, hein, l'Inde et le Pakistan, c'est pas nouveau. Mais donc c'est en lien avec l'Indus, donc le fleuve qui traverse l'Inde et le Pakistan, mais surtout ça a été l'origine qui a mis le feu aux poudres dernièrement, c'est l'attentat terroriste qui a fait 26 morts notamment en Inde. Et l'Inde donc renvoie la balle au Pakistan et accuse le Pakistan, et le Pakistan donc se défend, mais voilà. Donc l'Inde a bombardé le Pakistan a bombardé en réponse l'Inde, donc ça part en vrille, mais ils ont quand même la bonne nouvelle convenu d'un cessez-le-feu là aujourd'hui apparemment. Donc ça reste à confirmer, mais si c'est le cas, franchement, ce serait super. Parce que sinon, faut pas oublier que c'est deux puissances militaires nucléaires. Donc comme si on n'avait pas assez de problèmes en ce moment à gérer au niveau géopolitique. Bon. Donc plutôt une bonne nouvelle s'ils ont réussi à s'entendre pour un cessez-le-feu déjà. Mais n'empêche qu'ils en sont venus à se bombarder quand même mutuellement, donc c'est pas rien quand même. Bon, donc vous voyez là, je suis un article de Euronews, vous voyez Euronews, l'Inde et le Pakistan décident d'un cessez-le-feu. Donc apparemment, ça a l'air d'être voilà, ça a l'air d'être le cas, hein, donc très bonne nouvelle. Et sinon, l'article en question, c'est droit de douane, les États-Unis et le Royaume-Uni concluent un accord commercial dans plusieurs secteurs. Donc ça y est,
quand je vous disais que tout l'aspect des tarifs douaniers de Trump, c'est un moment, hein, je vous disais que ça allait un jour se conclure. Et ça allait se conclure plutôt positivement, logiquement, parce que tout le monde a envie de se mettre d'accord. C'est-à-dire même la Chine. Donc, Trump a mis la pagaille, mais Trump, je le répète, c'est un businessman de folie. On peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas l'aimer, on peut dire c'est un gorille, ok, chacun son opinion là-dessus. Mais dans le business, le gars, on ne peut pas lui enlever le fait que c'est un businessman redoutable et très fort. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait avec ses droits de douane? Ok, il a mis le bordel hein, au niveau, c'est sûr, hein, au niveau mondial, mais il a tout simplement mis en place des tarifs réciproques. Donc déjà, il n'a pas mis des tarifs douaniers qu'il a sortis du chapeau, il a juste adapté ses propres tarifs douaniers à l'envers du monde contre les tarifs qu'on lui imposait à lui aux États-Unis. Donc il a fait ce qu'on appelle les tarifs réciproques. Il y a une politique de réciprocité. Donc, résultat, eh bien, les premiers qui finalement ont dit, bah, effectivement, vu qu'on fait comme ça, bah, c'est le Royaume-Uni, hein, qui ont un peu baissé la culotte en premier, pour ne pas avoir une expression, mais c'est un peu ça. Ils ont dit, bah, ok, on baisse nos tarifs douaniers et vous enlevez vos surtarifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'avec le Royaume-Uni, aujourd'hui, ben, tout ce qui est le secteur de l'automobile, agriculture et aluminium, métal, etc., eh bien, les États-Unis ont vu leurs tarifs douaniers baisser par rapport au Royaume-Uni. Enfin, le Royaume-Uni a baissé les taxes, entre guillemets, à l'encontre des Américains. Et donc, Donald Trump a baissé ses taxes à l'encontre des Britanniques. Voilà, donc tout le monde est content, quoi, au final. Tout le monde est content. Et donc, on a eu un grand euh, battage médiatique de la part de Trump en disant accord du siècle, machin. Bon, c'était pas du tout l'accord du siècle, hein. Faut rester les deux pieds sur terre. Mais il en a fait tout un battage médiatique parce que c'est le premier. Mais vous allez voir que, enfin, je suis persuadé que dans les semaines qui viennent, on va avoir une liste de nouvelles annonces comme ça, où ce sera bientôt, la norme sera une banalité presque, où vous avez des droits de douane, et bien accord entre Amérique machin, Amérique machin, Amérique machin. Ça va faire ça tout le long, jusqu'à la Chine. Parce que là, on a vu que le plus gros obstacle à Trump en ce moment pour tous les tarifs douaniers, c'est surtout la Chine qui, elle, vraiment s'est braquée et vraiment en fait un point d'honneur personnel de ne pas se plier au final aux exigences de Donald Trump. Donc, tous les pays à l'échelle mondiale vont se mettre d'accord avec les États-Unis. Donc, on va avoir une baisse des tarifs douaniers dans tous les sens vis-à-vis des États-Unis et donc vis-à-vis des pays également, sauf la Chine. Voilà, je suis curieux de voir ce que la Chine va faire, mais je pense que là aussi, ils vont arriver à un accord parce que l'intérêt quand même économique de la Chine est plus important que l'honneur. J'espère en tout cas, parce que sinon, Trump aura sous-estimé vraiment la capacité de la Chine à se braquer et à mettre l'honneur en avant plus que les intérêts économiques du pays. Voilà, c'est un peu le seul truc que je crains moi, parce que la culture chinoise et asiatique en général, c'est ça, c'est l'honneur, voilà. On connaît l'histoire, l'a dit, hein, avec les kamikazes japonais, c'était l'honneur, hein, tout était une question d'honneur. S'ils n'arrivaient pas à atteindre leurs objectifs, ils faisaient harakiri carrément, ils se mettaient, se suicidaient, quoi. Donc l'honneur, c'est pas rien pour la culture asiatique. Donc perdre la face par rapport aux États-Unis pour les accords douaniers, c'est trop insupportable pour les Chinois. Ils préféreront tout faire péter que de plier la face, quoi. Un peu ce que je crains là-dessus. Bon, après un article de Le Monde, bon, la panne d'électricité en Espagne et au Portugal, un coup de pub pour Starlink. Alors, c'est vrai que sur le Venture, ça date un peu, mais je trouvais ça intéressant quand même en prenant du recul. Alors, pas forcément pour Starlink, hein, clairement de Elon Musk, mais c'est surtout sur l'aspect général où effectivement, donc, on voit bien qu'un blackout général en fait est possible. On l'a vu, le Portugal, l'Espagne, plus de courant pendant une journée ou deux, hein, si j'ai bien compris. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est envisageable, même en France, hein. Je rappelle qu'il y a je crois que tout le sud de la France, genre Perpignan et tout, vous n'avez pas d'électricité non plus. Donc là, on voit bien que c'est pour ça que c'est très important, à mon sens, de diversifier son panier, d'avoir du Bitcoin, voilà, c'est bien, mais pas que du Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est numérique. Pareil pour les comptes bancaires en euros ou en francs suisses, tout ce que vous voulez, parce que le jour où vous n'avez plus d'électricité, bah, vous n'avez plus d'opérateurs non plus mobiles, donc vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus rien qui marche, blackout, hein.
Et donc, il reste plus que l'aspect physique, tangible. Et donc là, dans le tangible, il y a le cash, notamment cash en euros ou en francs suisses. Mais du coup, comme on est en France, ben, cash en euros. Et surtout, et de l'or et de l'argent physique. Voilà. Mais, et donc, même les témoignages en Espagne de personnes qui n'avaient pas de cash en euros, eh bien, elles ont été très embêtées, notamment. Donc là, c'est quelque chose qui me dit effectivement, le cash, j'en parle pas beaucoup, mais ça fait une petite piqûre de rappel, comme quoi il faut vraiment avoir un peu de tout, du cash également en parallèle, pour prévoir ce genre de coup dur, au cas où il y a une crise majeure, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ses billes dans le même panier. Donc ça rappelle, hein, ce genre d'événement rappelle pourquoi il ne faut pas faire que du Bitcoin, que du franc suisse, que de l'euro, que du cash non plus, parce que si vous avez tout en cash, que vous avez un accident, que ça brûle, machin, bah, vous l'aurez marron également. Voilà. Allez, je continue, donc ce sera tout pour les actualités économiques, avec notamment donc les cours maintenant, je vais me passer les courbes du CAC 40, du Samplon, enfin du S&P 500 plutôt, du Nikkei, donc là vous voyez que c'est reparti à la hausse. On voit que là, ça ne fait que grimper depuis quelques temps. On a le S&P 500 sur un mois qui a plus 7,44%, le CAC 40 à plus 10%, le Nikkei japonais à plus 8%. Sur 5 jours, et ben là, on voit que c'est clairement le Nikkei japonais qui repart à la hausse, mais on voit que tout est dans le vert, hein. On voit que vraiment, depuis le massacre, on va dire, la tronçonneuse des annonces de Donald Trump sur les tarifs douaniers, on voit que ça repart vraiment à la hausse. Donc on a eu une respiration, une correction du marché. Mais là, comme on voit que les accords commencent à être mis en place avec notamment les tarifs douaniers, donc on a vu entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et ben ça repart à la hausse. Et regardez, on a quasiment, pas encore tout à fait, mais quasiment, en fait, résorbé toute la chute qu'on a eue suite à l'annonce de Donald Trump sur les tarifs douaniers. Donc on voit bien que, voilà, c'était temporaire, mais c'est évident parce que tarif douanier, c'est quelque chose qui est par définition temporaire. C'était destiné à être résolu. Et encore, ce n'est pas résolu, mais les marchés boursiers anticipent déjà le fait que ça va être résolu. Voilà, donc encore mieux. Donc ensuite, maintenant, on va s'intéresser au cours de l'euro par rapport au dollar, où là, c'est pas très bon. Voilà, ça y est, on voit que là, la phase d'euphorie de l'euro par rapport au dollar, en fait, est en train de s'essouffler, de repartir à l'inverse, c'est-à-dire l'euro commence à chuter de nouveau par rapport au dollar, mais très légèrement, vraiment. Donc là, ça reste quand même une bonne nouvelle, dans le sens où on reste très haut, nous. On le voit, si je prends une échelle de temps d'un mois, on voit bien que là, non, l'euro commence à baisser quand même par rapport au dollar. En fait, ce sera plutôt sur 3 à 6 mois. Voilà. Sur 3 mois, on voit bien effectivement qu'on a eu une grosse montée de l'euro par rapport au dollar, clairement, avec 1,125 $ pour 1 euro. Et donc sur 6 mois, on voit bien surtout la différence sur 6 mois. À un moment, on était quasiment une parité égale. Et là, on a eu une parité aujourd'hui qui est quand même assez intéressante pour l'euro. Mais la tendance, vous voyez, là, sur un mois, on commence à perdre du terrain, quoi. Donc, on commence à inverser la tendance. Donc, espérons que ce ne soit pas non plus trop phénoménal, trop fort. Parce qu'en plus, on voit qu'on a de la volatilité, là. C'est-à-dire, quand on voit les courbes comme ça, qui font on a du plus 10% sur une monnaie fiat, en à peine entre 3 et 6 mois, mais c'est du jamais vu, ça pareil. C'est-à-dire que là, la volatilité est plus néfaste que la performance réelle même des monnaies fiat, en fait. Parce que du coup, les investisseurs, les acheteurs, les grossistes qui achètent à l'étranger, notamment en Europe ou inversement, ils ont du mal à planifier des choses sur une année quand ils voient que les cours des monnaies, elles varient comme ça, quasiment de 10% en l'espace de 3 mois, 6 mois. Donc c'est compliqué, donc on voit bien qu'on vit une époque économiquement parlant et monétairement parlant assez chaud patate. Et maintenant le cours de l'or par rapport à l'euro. Donc là on voit bien que le cours de l'or continue d'avoir une très belle performance puisqu'on a plus 5% sur un mois, tout simplement. Et on voit même que par rapport on a eu un pic à 97 000 et on voit qu'on se fait rejeter à chaque fois quand on dépasse les 97 000 directement. On se fait ramasser et on redescend directement. Donc je pense qu'il y a un levier psychologique où il y a quelque chose qui maintient les prix en dessous en fait des 100 000 euros parce que psychologiquement avoir de l'or, un lingot d'or, imaginez 24 carats, 1 kg
à plus de 100 000 euros, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, je pense que là, ils font tout pour justement ne pas que ça dépasse les 100 000. Alors, on les dépassera les 100 000, j'en suis persuadé, parce que, encore une fois, le contexte géopolitique est trop instable et l'or est trop attractif pour ne pas en acheter. Donc, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs la Chine qui continue d'acheter de l'or, hein, je rappelle, en tonnes. Hein. Enfin, ils n'achètent pas 3 kilos, ils achètent des tonnes. Et donc, on a une poussée en avant des prix de l'or par rapport à l'euro. Donc, on voit bien que tout ce qui est les valeurs refuges, on a vu le Bitcoin, l'or, il n'y a que l'argent qui, pour l'instant, ne bouge pas trop, mais je pense que aussi l'argent peut nous réserver de belles surprises quand il rattrapera son ratio par rapport à l'or. Mais on voit bien que tout ce qui est valeur refuge aujourd'hui ne fait que grimper. Le Bitcoin a dépassé les 100 000. L'or, je pense, se fait rejeter pour l'instant, mais dépassera les 100 000, sûrement cette année, je pense cette année. Mais voilà. Et le marché boursier repart à la hausse. Donc le marché boursier, attention, parce que le marché boursier, c'est pas de la valeur refuge. Moi, je me méfie personnellement du marché boursier, et notamment d'un Black Swan, d'un crash boursier à la 1929, Grande Dépression. Bref, ça, c'est quelque chose, il faut être très vigilant. Et le marché immobilier en France, pour l'instant, n'est pas encore sorti d'affaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Bitcoin et l'or, on voit que c'est les deux actifs qui surperforment tout le reste, clairement, et qui en plus ont vraiment ce place de valeur refuge désormais. Donc, c'est assez sympa. Heureusement qu'on a ça, quoi, on va dire. Bon, ce sera tout, hein. Ce sera tout, les amis, pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like dans ce cas-là, à vous abonner également, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir plus de personnes sur la chaîne. Plus on rigole, plus on est de fous. Et sinon, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. C'est des choses que vous voulez voir, corriger, n'hésitez pas, hein. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien et puis la bise. Ciao, à bientôt.